Imaginez un instant le tableau. En Italie, d'ici 2050, la population pourrait chuter de 57 millions à 41 millions de personnes. C'est énorme. Et au Japon, on passerait de 127 à 105 millions. Ce n'est pas de la science-fiction, mais des projections démographiques très sérieuses qui posent une question. Une question vertigineuse. Comment nos sociétés peuvent-elles gérer un tel changement? Et surtout, est-ce qu'elles le peuvent? Exactement. Aujourd'hui, on va décortiquer un document qui, même s'il a été publié en l'an 2000, est d'une actualité brûlante. C'est un rapport de la division de la population des Nations Unies. Oui, avec un titre très direct, Les migrations de remplacement. Une solution au déclin et au vieillissement des populations. Notre mission, c'est de plonger dans ce rapport, qui était une sorte de laboratoire du futur. Tout à fait. L'ONU a testé plusieurs scénarios, chiffres à l'appui, pour voir quel rôle l'immigration pourrait jouer face à ces deux grandes tendances. Alors allons-y, on va déballer tout ça. C'est parti. Pour commencer, le rapport part d'un constat de base. Un constat presque mécanique qui touche la plupart des pays développés. D'un côté, la fécondité qui est en chute libre. Oui, les taux sont passés bien en dessous du fameux seuil de remplacement. Et de l'autre, l'espérance de vie qui, elle, augmente sans cesse. Moins de naissances, des vies plus longues. L'équation est implacable. Et les chiffres qui en découlent sont tout sauf abstraits. Ah non, c'est très concret. Si on prend les projections du rapport et qu'on met la migration sur pause, disons après 1995, le choc est frontal. Alors, donnez-nous quelques exemples. Pour l'Italie, c'est une perte de 16 millions d'habitants en 50 ans. On passe de 57 à 41 millions. 16 millions, c'est comme si Milan et Rome disparaissaient de la carte, en gros. C'est un peu ça, oui. La Russie perdrait 26 millions de personnes. Le Japon, 22 millions de moins. C'est vertigineux. On parle pas d'un léger ajustement, là. Non, c'est une véritable contraction. Mais au-delà du chiffre brut de la population, qui est déjà énorme, le rapport insiste sur un changement peut-être encore plus profond. La structure de la population? Exactement. Ce n'est pas juste qu'on sera moins nombreux. C'est surtout qu'on sera collectivement beaucoup plus âgés. Et ça, le rapport arrive à le quantifier aussi? Oui, et de manière très précise. Toujours dans ce scénario sans migration, d'ici 2050, l'âge médian au Japon bondirait de 41 à 49 ans. 49 ans. Ça veut dire que la moitié de la population aurait plus de 49 ans. C'est ça. Et la part des 65 ans et plus passerait de 17% à 32%. Ah oui, presque le double. Et pour l'Italie, c'est encore plus radical. L'âge médian passerait de 41 à 53 ans. 53 ans. C'est une transformation sociétale complète, ça change la dynamique d'un pays, son économie, ses priorités. Absolument. Et c'est justement pour mesurer cet impact que le rapport introduit un concept clé. Le fameux ratio de soutien potentiel. Voilà. Le nom est un peu technique, mais l'idée est très simple. En gros, on compte combien il y a de personnes en âge de travailler pour chaque personne de 65 ans et plus. C'est ça. Entre 15 et 64 ans, pour être précis. C'est le pilier de nos systèmes de retraite, de santé, de solidarité en général. D'accord, donc c'est un indicateur de l'équilibre ou plutôt du déséquilibre entre ceux qui cotisent et ceux qui perçoivent des prestations. Tout à fait. Un ratio qui baisse, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire que chaque travailleur doit supporter une charge de plus en plus lourde. C'est là que le défi démographique devient une urgence économique. Et c'est là que le rapport devient vraiment fascinant. Il ne se contente pas de décrire le problème. Non, il construit une sorte de simulateur pour tester les solutions. Même les plus extrêmes, c'est un véritable stress test démographique, comme vous disiez. C'est exactement ça. Ils ont pris 8 pays, France, Allemagne, Italie, Japon, etc., plus l'Europe et l'UE, et ils ont simulé 5 futurs possibles entre 1995 et 2050. Alors, quels sont ces scénarios? Comment ça fonctionne? Il y a une progression très logique. Le premier scénario, c'est la projection standard de l'ONU, qui incluait déjà un certain niveau de migration. D'accord, le scénario de référence. Le scénario 2, c'est l'électrochoc. Zéro migration. C'est la ligne de base pour voir ce qui se passe si on ne fait rien. C'est le scénario du pire, en quelque sorte. On peut dire ça, oui. Et ensuite, on entre dans le vif du sujet avec les scénarios de remplacement. Alors, le scénario 3? Le scénario 3 pose une question simple. Combien de migrants faudrait-il pour que la population totale arrête de baisser? Juste ça. Juste maintenir le nombre total. Et le 4? Le scénario 4 est plus exigeant. Combien pour maintenir stable la population en âge de travailler? Le moteur économique. Ah, d'accord. Et le dernier, le scénario 5, c'est celui qui va le plus loin. Oui, c'est la question ultime. Combien de migrants pour que notre fameux ratio de soutien potentiel ne bouge pas d'un iota par rapport à 1995? Bon,
Alors, allons-y, ouvrons les résultats de ce laboratoire. Scénario 3, le plus modeste, juste empêcher la population de baisser. Ça semble pas si dingue, a priori. Et pourtant, les chiffres montrent déjà un changement d'échelle radical. Pour l'Union européenne, le scénario de base prévoyait 13 millions de migrants sur 50 ans. D'accord? Pour simplement maintenir la population, le scénario 3 montre qu'il en faudrait 47 millions. 47? On triple quasiment la mise. Exactement. Et pour l'Italie, l'exemple est encore plus fou. Le scénario de base, c'était 300 000 migrants. Et pour juste éviter le déclin? Le rapport en exige 12,6 millions. Attendez, pardon. On passe de 300 000 à plus de 12 millions? C'est un autre monde. On parle plus d'un ajustement, là. C'est un projet de société d'une ampleur colossale. C'est clair. Et tout ça, juste pour que la population totale ne baisse pas. Juste pour ça. D'accord. Donc déjà, c'est un défi monumental, mais le nerf de la guerre, c'est la population active. J'imagine que pour le scénario 4, les chiffres explosent encore en bonne. Énormément. Prenons l'Allemagne. Pour maintenir la population totale, il faut 17 millions de migrants, soit 344 000 par an. Ce qui est déjà énorme. Oui, mais si l'objectif est de maintenir la population active, le chiffre grimpe à 24 millions, soit presque 487 000 par an. C'est un bond de 40%. La question que je me pose, c'est est-ce que le rapport aborde la faisabilité politique ou sociale de tels chiffres? C'est une très bonne question. La démarche est volontairement mathématique. Le but, c'est pas de faire un programme politique. C'est de dire, voilà, les ordres de grandeur. Voilà. C'est de dire aux décideurs, si vous voulez ça, voilà le prix à payer en termes de flux. Maintenant, à vous de juger si c'est réaliste. D'accord. Le rapport montre d'ailleurs que pour l'Italie ou l'Allemagne, ça reviendrait à accueillir 6 000 à 6 500 migrants par million d'habitants chaque année. Pour les États-Unis, c'est seulement 1 300. Ça montre bien que tout le monde ne part pas du même point. Bon, on a vu que les chiffres grimpent déjà en flèche. Maintenant, le scénario ultime. Celui qui teste les limites de la logique, le scénario V. Le maintien du ratio de soutien. Maintenir le même nombre de travailleurs par retraité qu'en 1995. Là, on va entrer dans la science-fiction, c'est ça? On quitte le domaine du possible pour entrer dans l'arithmétique pure, et les résultats sont, pour reprendre les mots du rapport, extraordinairement élevés. J'ai un peu peur. Pour le Japon, pour maintenir son ratio, il faudrait accueillir 524 millions de migrants en 50 ans. Pardon, donc 524 millions, Oui, soit plus de 10 millions par an. 10 millions par an, pour un pays de 127 millions d'habitants à l'époque. C'est juste inimaginable. Et ce n'est pas tout. Pour l'Union européenne, on atteint 674 millions de migrants sur la période. Plus de 13 millions par an. Mais le cas qui démontre le mieux l'absurdité de cette piste, c'est la Corée du Sud. Pour maintenir son ratio de 1995, qui était très très bon, il faudrait, Alors dites-moi, accrochez-vous bien, il faudrait 5,1 milliards de migrants. 5 milliards avec un M? 5,1 milliards. Oui, oui. C'est quasiment la population mondiale de l'époque. Mais c'est une blague. Enfin, je veux dire, c'est une façon de prouver par l'absurde que c'est une impasse totale. C'est exactement ça. C'est le moment où les démographes posent leur calculatrice et se disent que le modèle vient de leur hurler la réponse. Le but est de démontrer que ce n'est pas une option. Voilà. La migration ne peut pas être la seule et unique réponse à la question du vieillissement, point. Bon, après cette avalanche de chiffres qui donne le vertige, qu'est-ce qu'on retient? Le rapport semble nous dire que la migration peut être une partie de la solution, mais absolument pas la solution miracle. Le rapport tire 3 conclusions principales très claires. La première, stopper le déclin de la population totale, c'est mathématiquement possible, mais très exigeant. Ok, Pour des pays comme la France, c'est comparable à ce qu'on a déjà connu. Pour l'Italie ou le Japon, ce se fait déjà un changement radical. deuxième conclusion. Stopper le déclin de la population active, c'est un défi d'un tout autre calibre. Ça demande des volumes qui sortaient du cadre historique. Et la troisième, la plus importante? C'est que stopper le vieillissement, donc maintenir le ratio de soutien, est tout simplement irréaliste par ce seul moyen. Le rapport est formel. Cette option semble inaccessible. Et il y a cette dernière statistique qui illustre ça de manière spectaculaire, sur la composition de la population en 2050 dans ce fameux scénario V. Oui, c'est le coup de grâce. Dans cette simulation, la part des migrants arrivés après 1995 et de leurs descendants atteindrait en 2050 des niveaux qui défient l'entendement. C'est-à-dire 79% de la population totale en Italie, 87% au Japon et un incroyable 99% en Corée du Sud. 99%? Mhm. C'est fascinant. À ce niveau, la question n'est même plus celle de l'immigration. C'est une question sur ce que serait une nation. Absolument. On n'est plus dans la politique migratoire, mais dans un remplacement quasi complet de la population originelle.
Puisque le rapport démontre si brillamment que l'immigration seule ne suffit pas, est-ce qu'il explore d'autres pistes selon vous? On pense tout de suite à l'autre grand levier, L'âge de la retraite. évidemment. Oui, et c'est une autre partie très éclairante de l'étude. Ils ont posé la question inverse. En supposant zéro migration supplémentaire, jusqu'à quel âge faudrait-il travailler pour maintenir le ratio de 1995? Et alors? Les résultats sont aussi extrêmes. Ils sont tout aussi parlants. Pour atteindre cet objectif en 2050, qu'il faudrait repousser l'âge de fin de carrière à environ 74 ans pour la France. 74 ans. 76 ans pour l'Union européenne et 77 ans pour l'Allemagne et le Japon. 77 ans. C'est tout aussi transformateur, mais d'une autre manière. Ça remet en cause toute notre conception du cycle de la vie. En fait, le rapport ne donne aucune solution facile. Non, il expose la magnitude d'un dilemme avec, de chaque côté, des choix de société monumentaux. Et pour la Corée du Sud, il faudrait travailler jusqu'à 82 ans. 82 ans. Ça montre bien que le défi est systémique, il n'y a pas de baguette magique. En résumé, si on devait vraiment distiller l'essence de cette analyse, c'est que la migration peut mathématiquement compenser une baisse du nombre d'habitants. Mais elle ne peut pas être l'unique remède au vieillissement structurel. L'échelle du problème du vieillissement est d'un tout autre ordre de grandeur. C'est ça. C'est la conclusion centrale. Le rapport se termine en disant que ces nouvelles réalités démographiques vont exiger une réévaluation objective, complète et approfondie de nombreuses politiques. Et ça touche à tout. Absolument tout. L'âge de la retraite, bien sûr, la nature des prestations sociales, la participation au marché du travail et, évidemment, les politiques d'immigration et d'intégration. Et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Ce rapport, il a été publié en l'an 2000 avec des projections jusqu'en 2050. Aujourd'hui, on est quasiment à mi-parcours. C'est vrai. Les questions qui étaient posées à l'époque ne sont plus des abstractions, elles sont au cœur de nos débats quotidiens. La pensée à méditer est la suivante. Un quart de siècle après que ces scénarios ont été si clairement exposés, quelles réponses nos sociétés commencent-elles à apporter non plus dans des simulations, mais dans le monde réel ?